Julian Assange, c'est un homme, mais deux histoires bien distinctes. Côté pile, c'est le héros d'une génération d'internautes. Ancien hacker, l'Australien de 41 ans a fait trembler les gouvernements du monde entier en révélant sur la toile des centaines de milliers de documents secrets. Son site Wikileaks révèle aussi bien les bavures de l'armée américaine en Irak que les confidences des diplomates. Tariq Ramadan. Né à Genève, professeur d'islamologie à Oxford, il est le porte-parole des musulmans européens. Selon lui, l'islam est tout à fait compatible avec les valeurs occidentales. Très vite, il est devenu une star mondiale. Le magazine Time le classe parmi les 100 penseurs les plus influents et Tony Blair le nomme conseiller du gouvernement britannique. Mais tous ces lauriers ne sauraient calmer ses détracteurs. Pour eux, il est et restera un artiste du double langage. Il est même désigné homme de l'année par le prestigieux Time Magazine, mais il devient la bête noire de Washington, et la même année, il est accusé à tort, dit-il, de viol et d'agression sexuelle en Suède. Le 20 octobre dernier à Rouen, Enda Ayari, une ancienne salafiste devenue militante féministe, accuse Tariq Ramadan de faits similaires remontant au printemps 2012. L'avocat de l'islamologue avait immédiatement démenti avant de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse contre cette dernière. Une enquête préliminaire avait néanmoins été ouverte par le parquet de Paris pour viol, agression sexuelle, violence et menace de mort. Déjà très impressionné quand je l'ai vu, il est très grand, j'étais toute intimidée, donc il avait une assiette de pâtisserie orientale dans la main. Donc il me propose une pâtisserie, je lui dis non merci, non merci, non merci. Pleuvait ce jour-là, elle dit c'était tel hôtel. Confrontée à ces incohérences, et notamment à des impossibilités de date, elle a dû changer de version. Elle dit maintenant c'est le 26 mai 2012 et elle dit des choses très précises. Elle dit qu'elle va le matin chez le coiffeur à Rouen à 10h. Elle dit qu'elle arrive à Paris et que quand elle descend du taxi, son brushing tombe parce qu'il pleut des cordes à Paris, qu'elle est même obligée de se changer. Or Météo France révèle que le 26 mai 2012, il n'y a pas une goutte de pluie à Paris. Vous imaginez si M. Ramadan s'était trouvé face à une contradiction pareille? Resté comme ça figé, sans bouger. Et au petit matin, il est parti se doucher et puis il m'a dit tu partiras discrètement après moi. Tu partiras discrètement après moi. Tu partiras discrètement après moi. Tariq Ramadan a passé sa première nuit en prison après 2 jours de garde à vue. Il est mis en examen pour viol et viol sur personnes vulnérables. J'ai vu d'ailleurs à propos de Ramadan le témoignage intégral d'une des plaignantes. Et alors le commentateur disait il persiste à nier en dépit de ce témoignage accablant. Non, il persiste pas à nier, il nie. Bon, après j'en sais rien. Je suis pas l'avocat de Ramadan, je connais pas le fond du dossier, mais je dis qu'il a le droit aussi, comme chacun d'entre nous, à la présomption d'innocence. Quand la présomption d'innocence le protège, la présomption d'innocence, le cas échéant, nous protégera et on peut pas jouer avec ça. Enda Ayari est incapable de dire où et quand elle a été violée par Tariq Ramadan. Selon elle, lors de son dépôt de plainte, elle a évoqué une date fin mars 2012, puis face à certaines incohérences, finalement, elle a daté ce viol au 26 mai 2012. Oui, mais voilà, l'enquête a prouvé aujourd'hui qu'elle était au mariage de son frère à cette date. Attendez, un coup on change d'hôtel, un coup on change de lieu, un coup on change de date. Parce que vous ne pensez pas que 3 jours avant de rentrer, avant l'école des greffiers, à Dijon, le 29 mai 2012, on n'est pas capable de se souvenir que 3 jours avant on a été violé? C'est crédible ça? C'est sérieux? Tous ses amis, pardonnez-moi, tous ses amis qui ont été entendus, tous, sans exception, disent qu'elle est mythomane. Ce n'est pas la défense de M. Ramadan. Tous. Question qui se pose en fait, et la vraie question. Comment a-t-elle pu savoir au moment où elle dépose plainte au mois d'octobre 2017 que M. Ramadan a séjourné à l'hôtel Holiday Inn début avril 2012, puisqu'elle ne le connaissait pas, qu'elle l'a connu 15 jours après, et que cette information-là est une information hyper confidentielle. Comment a-t-elle pu le savoir? Nous l'appellerons Christelle. Cette Française de 45 ans, atteinte d'un handicap à la jambe, s'est convertie à l'islam en 2007. Elle est d'abord entrée en contact avec Tariq Ramadan sur les réseaux sociaux. Je vous la pose Pourquoi? à vous Christelle, justement, elle est interrogée par la police. On lui dit, madame, justement, je pose la question, est-ce que vous avez été en contact avec madame Ayari? Elle répond non. Les investigations techniques démontrent qu'elle a menti. Elle est reconvoquée. Elle dit, ah bah oui, c'est vrai. Et personne ne s'interroge sur la raison pour laquelle elle a menti. Comme personne ne s'interroge sur la raison pour laquelle
Ces deux jeunes femmes, ces deux plaignantes, n'ont pas de contact téléphonique entre elles, mais elles ont 4 numéros de téléphone en commun, dont le numéro de téléphone utilisé par Madame Fourest. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi. Je n'en sais rien, moi, il faut interroger les gens qui écrivent, qui sont en relation avec le président de la République pour faire tomber Monsieur Ramadan. Soit cette Christelle est complètement cintrée, comme on dit, et à ce moment-là, il faut s'interroger sur la crédibilité de ces accusations, soit il faut interroger les renseignements généraux. Elle raconte qu'elle a eu 4 contrôles fiscaux. Ses comptes bancaires ont été bloqués parce que Caroline Fourest lui avait envoyé les renseignements généraux pour déposer plainte contre Monsieur Ramadan et que ne le faisant pas, eh bien, elle a été affamée pour pouvoir le faire. Il faut l'interroger, ce n'est pas à moi de répondre. Plus de 25 ans que je fais ce métier. J'ai vu quand même quelques affaires, que je fais du droit pénal. Je n'ai quasiment jamais vu un traitement pareil. C'est une cabale, au sens où on essaye d'abattre quelqu'un. Donc, il y a un principe de droit que nous connaissons, qui est la présomption d'innocence. Mais quand on lit des articles même dans Le Monde, on suppose déjà qu'il est coupable. Tariq Ramadan est venu débattre avec Caroline Fourest, sa pire ennemie. En avril dernier, la mairie de Rotterdam a été interpellée par un journal homosexuel en disant Tariq Ramadan a un double discours. 11 des citations venaient de votre livre, a été traduit en anglais. La mairie a décidé de tout arrêter. Pendant 3 semaines, on dit on va tout vérifier. On est allé sur Internet, ils ont tout traduit. Résultat, après 3 semaines... Internet. Non, sur Internet et sur votre livre, parce que votre livre a été traduit en anglais, vous le savez très bien. Ils vérifient tout. Conférence de presse de la mairie, et la conférence de presse de la mairie, conclusion. Les citations sont tronquées, les citations sont hors de contexte et les citations sont contraires à ce que dit Tariq Ramadan. Sur la base de quoi? 11 citations du livre de Caroline Fourest. Un mot. Quel type d'éléments à décharge, maître? Sachez par exemple que nous avons trouvé des emails qui datent des jours suivant les faits de viol dont elle se plaint. Plus encore, elle démontre et elle raconte en 2010 qu'elle subit des pressions, des renseignements généraux, que le président de la République est prêt à lui payer le meilleur avocat de France pour déposer plainte contre Monsieur Ramadan, puisque le président veut chasser Monsieur Ramadan. Ce n'est pas la défense qui le dit, c'est elle qui l'a écrit. Soit c'est une affaire d'État, et alors il faut faire une enquête immédiatement, soit il faut s'interroger sur sa santé mentale. Sarkozy, qui a menti une deuxième fois pendant cette émission, dit « Celui qui promeut la lapidation est un déséquilibré mental ». Et il vient nous expliquer 2 ans plus tard que l'Arabie Saoudite est un pays modéré avec lequel il faut conclure des accords. En d'autres termes, l'Arabie Saoudite applique ces peines. Il est en train de nous dire dans une émission que je pourrais être déséquilibré mental, et à côté de ceci, il nous explique que l'Arabie Saoudite est un pays modéré. En fait, il faut que nous soyons très clairs, vous et moi. Le propos sur cette question-là et tout ce qu'on en a fait, c'est de la poudre aux yeux. Quand un pays a de l'argent, quelle que soit la dictature que cela est, on se tait en France comme dans les pays occidentaux. Reconnaissez la règle. Cette identité à laquelle je crois, il y a quelque chose que je suis très attaché, c'est que la France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Toujours été du côté des dictateurs. Que la Libye instable a directement un lien avec le Mali et le nord du Mali. Parce que le nord du Mali aujourd'hui, comme par hasard, ça devient instable. Et qu'est-ce qu'on a trouvé parmi les plus grandes ressources pétrolières d'Afrique? Presque, et peut-être même plus que la Libye. Et on ne sait pas comment ils font, ces extrémistes-là, ces salafis djihadistes. Ils s'installent partout où il y a du pétrole. Partout où il y a du gaz. Ils arrivent au bon endroit et au bon moment. Oui. On n'a aucun lien téléphonique avec moi. Vous ne trouvez pas ça sidérant? Vous voulez qu'on parle d'un autre fait exact, précis? On parle de la visite d'Ayman al-Zawahiri en 1991 à Genève? C'est très bien, monsieur. Je suis très content que vous ameniez ceci. Ayman al-Zawahiri, ici à gauche de Ben Laden, est le numéro 2 d'Al-Qaïda. C'est là où on voit, c'est un critère. C'est-à-dire que quand le système s'abat sur quelqu'un, c'est que ce quelqu'un est dangereux. Voilà, monsieur, une déclaration qui est parue en 1996, c'est une AFP, avec l'intervention du gouvernement suisse. Ayman al-Zawahiri n'est jamais passé en Suisse, il était en Bulgarie, je ne l'ai jamais rencontré. C'était en 1996, monsieur. Ayman al-Zawahiri n'est pas passé à Genève, je ne l'ai jamais rencontré. C'est un autre faisceau d'indices. Est-ce que vous avez des preuves? Alors écoutez, j'ai le témoignage qui est signé ici d'une personne qui fréquentait le centre des Eaux Vives, d'accord, et qui dit avoir assisté en 1991 à une prière du vendredi. Le témoignage signé, d'accord, voilà. Monsieur. On a invité tous les participants
Hein, cette prière du vendredi a assisté à une conférence donnée par M. Ayman al-Zawahiri que votre frère a présenté comme un islamiste moudjahidine. Voilà. En 91. Monsieur. Ça c'est corroboré par 3 notes des services de renseignement occidentaux. À part qu'en 91, je ne suis pas en Suisse. Ce qui fait mal au système, c'est qu'on le dénigre, c'est qu'on le diabolise. Et c'est là où on voit que le système a peur de lui. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, moi je me retourne vers vous et je vais vous dire une chose. Mais la justice établira les choses, la vérité, oui, ce que Très je veux bien. dire. Mais alors, jusqu'à ce que la justice établisse les faits, monsieur, Oui. je vous prie de faire silence. Dans mon émission. C'est un intellectuel très intéressant, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, mais le procès qu'on lui fait, à savoir qu'il dirait des choses que personne n'a entendues et que personne n'est capable de citer, qu'il dirait des choses atroces en arabe, dans les banlieues. Allez parler arabe dans les banlieues, vous allez voir si on vous comprend. À l'égard de Tariq Ramadan, moi je le lis, j'écoute tout ce qu'il a dit, on a parlé pendant 3h30, nous n'avions aucun désaccord sur le fond, il a été très ferme dans la solidarité, il a été très ferme sur la liberté d'expression, il a été très ferme dans la condamnation des attentats. Citez-moi un passage de Tariq Ramadan qui soit problématique et qui soit même eu égard à la loi républicaine. Il n'y en a aucun. À chaque fois, ils sont obligés de lui ressortir le moratoire. Mais un moratoire, ça veut dire arrêter. Qu'est-ce que ça aurait fait s'il avait dit continuer à battre les femmes? Alors là, je comprendrais qu'on s'insurge, mais il a dit moratoire, arrêtez. Non seulement il s'expose, mais il veut s'imposer et faire sortir les musulmans du ghetto. Ils y étaient bien, ils ne nous gênaient pas, ils n'étaient pas visibles. Maintenant, ils deviennent visibles. Il va falloir s'y habituer, l'Europe a changé. L'Europe, c'est aussi la mémoire de l'Afrique du Nord. L'Europe, c'est aussi la mémoire d'Égypte. Et je vais même vous dire une chose, je crois que je suis même une chance pour vous. Parce que ma mémoire d'Égypte, elle est pleine de richesses. Si on a envie de m'en sortir, je passerai par la fenêtre. Parce que c'est chez moi maintenant, je suis suisse et de confession musulmane. Que le système a peur de lui. Que le système a peur de lui. Que le système a peur de lui.